Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue. J'accueille aujourd'hui Julien Souton, psychologue du sport et expert cognitif avec qui je travaille maintenant depuis 5 saisons. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé à passer un énorme cap dans ma carrière et je pense que ça pouvait intéresser beaucoup de gens qui commencent à se sensibiliser à ce domaine de compétences et c'est vraiment un épisode très très intéressant pour ceux qui veulent performer mais également les parents. En tant que parent, on a souvent tendance à peut-être des fois vouloir aider et au final c'est assez contre-productif. Donc voilà, pour toute personne qui veut progresser et performer dans son domaine, et notamment dans le sport, un épisode qui amène beaucoup de valeur. Donc voilà, encore merci beaucoup à Julien pour ces 5 belles années et pour cet épisode de podcast que j'espère que vous apprécierez autant que moi. C'est parti pour notre entretien avec Julien Souton. Salut Julien, merci de me recevoir chez toi pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue. Très très content de t'accueillir parmi nous. On a souvent parlé de toi dans le podcast, donc merci à toi. Ouais, je te remercie. Super content d'être là aussi. T'es à l'aise? C'est bon, on est chez toi. Donc c'est parfait. Ah ouais, petit café. On vient de faire une petite séance en plus. Petit feu de bois, ouais, exactement. On est bien séance. Sous la pluie de Limoges. Ouais, c'est rare actuellement la pluie. Cette année, on a quand même beaucoup de chance. Il fait beau et du reste, je pense que tu en bénéficies parce que le soleil te fait du bien. Regarde tes dernières performances. Exactement. On en a souvent parlé d'ailleurs que le soleil, c'était un peu un aspect sous-côté de la performance. Moi, quand on m'a sorti ça la première fois, c'était Florent Elelera qui m'a dit ça à l'époque, un kiné préparateur physique sur Strasbourg. Et toi, tu m'en as reparlé après. Ouais, complètement. Déjà, quand on regarde un peu les études sur les carences en vitamine D, on se rend compte qu'une grande majorité de la population française est carencée. Et chez les sportifs, c'est d'autant plus vrai, notamment dans des sports comme les vôtres, le basket, le hand, dans lequel on passe sa vie, enfin en tout cas une bonne partie de sa journée dans un gymnase avec de l'éclairage artificiel. Et donc c'est hyper important d'aller prendre le soleil parce que ça a des impacts au niveau hormonal, notamment sur la production de sérotonine, de dopamine. Et donc ça va aider bien entendu à avoir le smile, des niveaux de bien-être plus importants, et puis aussi de stopper en fait durant la période hivernale la production de mélatonine qui est responsable parfois de ce blues hivernal. Et comme tu le sais, il y a des solutions qui existent, notamment pour, tu vois là, je te donne un exemple, un joueur qui évolue en Russie, pour lequel la plupart de l'année, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février, c'est de la neige, il fait très froid, où le recours à la luminothérapie est indispensable pour garder des niveaux d'énergie importants et un équilibre émotionnel stable et positif. C'est vrai que moi j'en ai fait depuis, tu m'avais conseillé ça il y a un an et demi, avec Eric Charles aussi, qui m'a gentiment prêté les lunettes. Et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors après, tu sais, ça fait toujours partie de ces choses-là. C'est pas comme si tu fais un régime, tu vois que tu perds du poids, tu vois. Donc, tu te dis, bon, tu vois que ça marche. Là, c'est juste un bien-être un peu plus global. Et des fois, tu te dis, mais attends, c'est quoi? C'est effet placebo, ça marche vraiment? Enfin, tu vois, c'est pas aussi simple de voir quand ça marche ou pas, quoi, tu vois. Alors en tout cas, ce qui est important, c'est le ressenti. Certes, le placebo, ça fonctionne, puisque je crois que dans la plupart des expériences qui sont faites, que ce soit en clinique, même en psychologie, le placebo a un poids très important dans le ressenti ou dans la guérison. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'y accorder de l'importance. C'est-à-dire que je m'engage dans une démarche pour avoir de l'énergie, pour être bien. Et au final, c'est aussi cet engagement-là dans cette démarche qui va conditionner la réussite du protocole, bien entendu. On va beaucoup parler performance aujourd'hui. On a beaucoup de chance de t'avoir pour parler de tout ça. Donc, par contre, j'ai oublié de te demander de te présenter, même si, comme je le disais, on a beaucoup parlé de toi des fois dans des autres épisodes. Je m'appelle Julien Souton, j'ai 46 ans, je vis à Limoges depuis une dizaine d'années. Je suis diplômé de psychologie du sport. Donc la psychologie du sport, c'est pas un gros mot. La psychologie du sport, c'est l'application au domaine du sport des grandes connaissances, des grands principes de la psychologie. Donc ça veut dire que c'est une discipline qui est quand même complexe parce que ça veut dire qu'il faut connaître
grand nombre de cadres théoriques, de connaissances scientifiques des différents spectres de la psychologie. Par exemple, quand on parle traitement d'information, prise de décision, ça fait référence aux sciences cognitives. Lorsqu'on parle de motivation, lorsqu'on parle de cohésion d'équipe, on va plutôt aller chercher des travaux de la psychologie sociale. Donc la psychologie du sport, c'est être capable de trier dans la littérature scientifique de la psychologie tout ce qui a été fait et dans le sport et tout ce qui peut être mis à contribution du sportif. Voilà. Ok. Et dans la psychologie du sport, il y a 3 grands sujets. Il y a le sujet de l'optimisation de la performance. Donc ça, c'est à peu près 80% de mon temps. C'est-à-dire que c'est comment aider un sportif à performer. Donc la demande, c'est souvent celle-ci. Je veux élever mon niveau de jeu. Je prends contact avec toi. Comment peux-tu m'aider? Donc là, on est sur un champ qu'on appelle l'optimisation de la perf. Ensuite, il y a l'accompagnement de l'athlète blessé. C'est à peu près 20% de mon temps. À titre d'exemple, tu as un de tes coéquipiers qui vient de se blesser ce week-end. Donc là, on est en train de mettre en place des protocoles, notamment ce qu'on appelle de simulation motrice, c'est-à-dire de continuer à activer toutes les zones du cerveau, les aires cérébrales qui sont mobilisées dans la réalisation d'une action durant la période de blessure. Donc l'idée, c'est d'éviter que le joueur perde trop contact avec le jeu trop longtemps pour éviter que quand le joueur reprend, il ait cette sensation, cette perception, tu vois, d'être dépassé en termes de vitesse, que quand on reprend un peu le langage du joueur, c'est pour éviter que ça lui saute à la gueule et cette perception qu'il a plus le temps en fait pour prendre sa décision. Donc ça, c'est à peu près 20% de mon temps. Et ensuite, le troisième sujet, c'est l'après-carrière, et ça, c'est pas un sujet que je travaille. Ok, ça marche. Et est-ce que toi, avant de te lancer là-dedans, tu faisais du sport ? Ouais, je suis passionné de sport, j'ai fait du sport, donc j'ai fait multisport, j'ai commencé par le football, j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, et ensuite j'ai découvert le cyclisme, et à un moment donné je faisais même ces 4 activités en même temps. Wow. Voilà, j'étais un petit garçon qui était bourré d'énergie, qui avait besoin de se dépenser. Maintenant t'es super calme quoi. Ouais, c'est vrai. Qui avait besoin, tu vois, aussi de se dépenser parce que j'étais un peu en surcharge pondérale. Et je me rappelle, le mercredi, je faisais foot de 15h à 17h. 17-18, j'avais entraînement de judo. Et 18 à 19, je terminais par le tennis. Okay. Et il y a même une période où après, j'ai rajouté le cyclisme. Et donc, ce qui m'a passionné après, c'est la découverte du cyclisme, où là, j'en ai fait de manière très intense jusqu'à l'âge de 19 ans. Et la petite histoire, c'est que je pense qu'on ne fait jamais les métiers qu'on fait par hasard. Et comme diraient mes parents, j'ai toujours été doué ou bon dans tous les sports, mais probablement pas assez bon pour faire carrière. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que, au final, tu vois, que j'ai choisi ce métier. C'était ma deuxième question. Est-ce que t'es arrivé vraiment dans ce genre de métier, enfin dans ce métier-là, et tout ce qui touche à la psychologie du sport, parce que t'as senti que toi, t'avais des barrières? Ou parce que c'est quand même un domaine, déjà maintenant je trouve, on est toujours un peu, est-ce que c'est vraiment le présent, est-ce que c'est le futur, la psychologie, tu vois? Mais je me dis quand tu as commencé, il y a quoi, 15-20 ans? Ouais, j'ai commencé en 2005. Tu vois, je me dis, ça devrait être carrément un truc sacrément novateur. Donc est-ce que toi, tu as senti un besoin dans tes autres carrières, on va dire, de te dire, bon, bah, mentalement, je sens qu'il y a un cap à passer et du coup, j'ai envie de me former un peu là-dedans? Oui, alors moi, si tu veux, dans les sports que j'ai faits, le constat, c'est que psychologiquement, j'arrivais à activer des leviers en moi qui étaient assez puissants. Du reste, je me souviendrai toujours le père d'un de mes meilleurs amis en cyclisme qui disait tiens, si mon fils il avait eu ton mental, il aurait certainement été coureur professionnel et fait 3 fois dans le top 10 du Tour de France. Moi, ma limitation, elle était plutôt physique. Mais il est vrai que j'ai toujours eu un rôle peut-être un peu particulier auprès de mes partenaires, tu vois, on partait en stage sur les courses, des coéquipiers aimaient faire chambre avec moi, enfin, je ressentais que j'avais cette facilité en fait à comprendre le fonctionnement humain, à comprendre les problématiques et à pouvoir déjà à l'époque essayer de rassurer, de mettre en confiance mes partenaires. Ça te prenait pas trop d'énergie ça à l'époque? Parce que quand tout le monde vient te voir, tu vois, l'empathie c'est bien, mais des fois ça te bouffe du temps quoi. Oui, et de l'énergie. Non, parce que franchement j'adorais ça et puis vu que j'étais pas, il y a des garçons qui étaient plus forts que moi, finalement ça me permettait aussi certainement d'avoir
rôle. Et donc, ça m'allait bien. Ok. Et c'est quoi le processus? Comment tu t'es dit du coup d'un coup, bon bah je vais me lancer là-dedans. Encore une fois, à l'époque, je pense pas qu'il y avait une faculté enfin, des diplômes à tous les coins de rue dans ce domaine-là, quoi. Mais moi, en fait, si tu veux, mon rêve, c'était de faire le Tour de France. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'aurais vécu d'une chose, c'était d'être coureur cycliste professionnel. Je me suis aperçu que très rapidement qu'il y avait plus fort que moi, que potentiellement pour continuer à progresser, il fallait faire 2-3 années à faire que du vélo, et c'était pas forcément les orientations de mes parents qui voulaient que je fasse des études, et aujourd'hui je les en remercie. Donc je suis rentré en fait à la faculté des sports. Et à la faculté des sports, on y apprend deux choses de manière caricaturale. On y apprend à comment fonctionne le corps. Donc, tu vois, qu'est-ce que c'est un muscle, qu'est-ce que c'est qu'un tendon, comment s'insère tel tendon sur tel os, comment on entraîne une filière énergétique et de puissance. Et ça m'a pas passionné. Tu vois, c'est des matières, je devais y aller parce qu'il fallait y aller. Mais j'étais pas doué, j'étais besogneux. Je me rappelle en physio, en anatomie, en biomécanique, tu vois, je bossais des heures juste pour avoir la moyenne. Et puis, par contre, il y a à la faculté de sport, il y a un deuxième sujet, c'est comment fonctionne cet autre muscle qui est le cerveau. Et ça m'a passionné. Ok. Ça m'a passionné. Et qu'est-ce qui fait que sous pression, l'efficience motrice elle baisse? Qu'est-ce qui fait que en fonction des motivations que l'on a dans son sport, on va être plus ou moins stressé. Donc, quelle est la relation entre motivation, stress et performance? Ça m'a ouvert des horizons. Et ce qui me permettait d'avoir à peu près 2 ou 3 en biomécanique au partiel, et puis 18 ou 19 en psycho. Voilà, donc t'as compris quelle partie choisir. J'ai compris quelle partie choisir. Et après, naturellement, en tant que passionné, je crois qu'on est enfin, je sais pas si on peut parler de génération, mais j'ai recroisé des anciens enseignants à la faculté des sports qui me disent, voilà, vous faites partie de cette dernière génération qui était vraiment passionnée. C'est-à-dire que, tu vois, après des cours de psycho, avec 2-3 copains qui aujourd'hui sont profs des universités, du reste, on était capable de passer 1 heure à refaire le cours, de dire, mais tu te rends compte, cette expérience qui a été menée sur la soumission à l'autorité, c'est quand même fou que quand il y a un cadre médical et qu'on dit à des gens c'est une expérience, il faut réaliser, il faut appuyer sur un bouton pour envoyer une charge électrique à des personnes, si en face la personne elle répond mal, etc. Comment on peut transposer ça dans la vie actuelle? Et donc ça, tu vois, ça nous passionnait. Et ça nous passionnait à un point que dès ma 4e année de fac, j'ai commencé à faire de la recherche. Et donc, j'étais en train de terminer le cyclisme, et j'avais besoin, si tu veux, j'étais en forme de sevrage, parce que voilà, quand on pratique un sport 10, 12, 13, 14 heures par semaine, il y a un moment donné, on a plus cette décharge, tu vois, en hormones qui font du bien, les endorphines, et il y a vraiment un processus de manque. Et donc, il y avait une initiation qui avait été faite à la faculté des sports en golf. Et donc, je me rends au golf, c'était à Limoges à l'époque, au golf de la Porcelaine, et je tape dans cette balle blanche, et je mets un coup de fer-7, et là, tu vois, je ressens des sensations assez incroyables. Et je me dis, en fait, je vais faire de la recherche dans le golf. Et donc, en 4e année, j'appelle la Fédération française de golf avec l'université, et on mène un projet de recherche sur les comportements superstitieux chez les golfeurs. Okay. Puisque, tu vois, on est post-98, en 98, la France est championne du monde de foot. Et on voit, il y a un reportage qui est tourné, qui s'appelle Les yeux dans les bleus, qui est iconique comme reportage, dans lequel on voit Zidane ou Deschamps qui mettent toujours le même slibard, la chaussette gauche après la chaussette droite. Et je me dis, tiens, c'est intéressant parce que les golfeurs, ils font toujours la même chose avant de taper un coup. Donc on se lance sur un projet de recherche sur les comportements superstitieux. On avait tout faux. Parce qu'en fait, ce qui faisait le golfeur, c'est ce qu'on appelle une routine de performance. C'était pas une superstition. Non, c'était absolument pas une superstition. On parlait des lancers francs après, donc. Mais ça m'a permis de me lancer dans la recherche. Et puis ensuite, je suis parti faire mes études à Grenoble. Et j'ai eu la chance d'être pris sous l'aile d'un spécialiste, d'un éminent spécialiste en psychologie du sport, qui est Philippe Sarrazin. Voilà, petit clin d'œil, qui a été un prof hyper exigeant avec moi, peut-être trop, puisque quand j'étais à Grenoble, l'année de ma 5e année de recherche, j'ai eu un grave accident de ski, j'ai été pris dans une avalanche, et j'ai fait une chute de 15 mètres avec fracture lombaire, etc.
Et mon prof, Philippe Sarrazin, me dit, appelle ma famille, en disant, je pense que soutenir son DEA, ce qu'on appelait à l'époque diplôme d'études approfondies, ça va être compliqué. Et mes parents, qui travaillent dans le médico-social, donc dans le domaine du handicap, me rapatrient à Limoges, et mon père fait venir un ergonome et me trouve une chaise. Donc j'étais dans un corset, etc. Et je me mets à finir en fait mon mémoire. Et je crois que j'ai eu 16 ou 17 sur 20 à mon mémoire. Et Malgré ça. voilà, malgré ça. Et Philippe Sarrazin vient me voir, me dire ouais, c'est pas très mérité. L'année dernière, il y a telle étudiante que j'avais, t'as eu une meilleure note qu'elle. J'estime que son travail était de meilleure qualité que le tien. Ah ouais. Voilà. Et ça a réveillé, si tu veux, en moi une forme d'injustice, si bien que, tu vois, j'ai refusé la thèse. Je me suis dit, mais en fait, moi j'ai envie, ce que j'ai envie c'est du terrain, ce que j'ai envie c'est dans le concret, quoi. Du concret, tu vois. Durant cette année de DEA, forcément donc j'ai travaillé ce qu'on appelle sur les déterminants de la performance selon le niveau d'expertise. L'idée c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui permet d'expliquer les différences de niveau, qu'est-ce qui fait qu'on est, alors ça a été fait sur le golf, mais qu'est-ce qui fait qu'on est joueur professionnel de golf. Et qu'est-ce qui fait qu'on sera juste joueur amateur mais de très bon niveau, quitte à faire les championnats du monde amateur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est néophyte. Et est-ce que d'un point de vue psychologique, mais non pas en termes de personnalité, mais en termes de compétences mentales, est-ce qu'il y a des différences? Et ça, c'est un peu la question à 5 millions de dollars, ça. C'est la question, et dans les faits, oui, en fait, il y a des grosses différences. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau maîtrise des compétences psychologiques, ce qu'on appelle des habiletés mentales, à des niveaux, il les maîtrise à des niveaux supérieurs que ses homologues amateurs de haut niveau. Et donc, maintenant, par exemple, tu as un parent au basket qui vient voir et qui te dit mon fils, je veux qu'il soit pro. En gros, avec ses expériences, tu peux déjà un peu te dire, selon certaines habilités qu'il a, si c'est jouable ou pas. Au-delà du point de vue technique et... Non, c'est difficile en fait de prédire le talent, puisque si on savait le faire, tu vois... il n'y aurait pas d'erreur. Voilà, il n'y aurait pas d'erreur. Donc ça, on ne sait pas faire en fait. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas faire, c'est identifier des traits de personnalité qui vont être prédicteurs de la performance. Du reste, la plupart des travaux en psychologie sociale jusque dans les années 1980 ont été construits dans cette logique-là, la personnalité du sportif. Donc là, on sait qu'il n'y a pas de personnalité du sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi bien des introvertis que des extravertis, si on reprend par exemple la théorie du Big Five, des 5 traits de personnalité. Pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on est à un niveau donné, l'athlète, il maîtrise des compétences clés. Exemple, il sait se relaxer ou s'activer lorsqu'il ressent des manifestations de stress. Il sait porter son attention sur les informations pertinentes. Et il le fait beaucoup mieux que son homologue amateur, et ainsi de suite. Voilà. J'avais vu un truc au tennis, sur Federer, je crois, au Nadal, où il disait que les plus gros champions, ce qu'ils arrivaient le mieux à faire, c'était entre les points. Je crois que c'était une étude, tu vois, ils passaient, je te dis une bêtise, 6 secondes ou 5 secondes à ressasser le point d'après, mais après ils arrivaient à passer au suivant. Et que encore des autres joueurs qui étaient super bons aussi, eux c'était 10-11 secondes de tête, tu vois. Et que la différence n'était pas énorme, mais au final ça faisait que il y avait, à la fin c'était eux qui gagnaient, quoi. Ouais, complètement. Ça c'est une des compétences, la maîtrise de son système de pensée. Du reste, si à un moment donné tu me poses la question qu'est-ce qui fait que moi, Nicolas Lang, j'ai progressé au cours des 4-5 dernières années, certes peut-être qu'on pourra mettre en évidence ta capacité à mieux traiter et plus vite les informations, à faire plus de choses en même temps avec un niveau d'efficience motrice supérieur, mais globalement je pense que ce que tu fais beaucoup mieux, c'est ta gestion de ton système de pensée, ce que les Américains appellent The Inner Game, et qui a été documenté dans 2 ouvrages qui s'appellent The Inner Game of Golf, et il y a le même ouvrage en tennis. Voilà. Tennis, j'avais pas lu golf, moi. Voilà. Et c'est fou que, tu vois, qu'en basket, dans un sport de cible, on parle pas de ça. Tu vois, ce qui est marrant, moi je trouve que souvent on pense que... après, je vais te poser la question. Souvent, on entend être fort mentalement, tu vois. Je te pose la question si ça veut vraiment dire quelque chose ou pas. Mais moi, souvent, on pense que les champions ou ceux qui mentalement, on va dire, sont plutôt en place, qu'ils sont toujours super confiants, qu'ils sont jamais stressés, que tu vois, tu te réveilles le matin, tu te dis bon, je sais que je vais gagner ce soir, tu vois. Alors que pour moi, ça reste un combat vraiment permanent. Mais c'est juste, maintenant, je trouve, comme tu disais, réussir à déminer certaines pensées. Et tu vois la pensée arriver. Et tu vois, maintenant, moi, je prends vraiment ça comme une espèce de petite mine, une bombe, tu vois, en me disant, bon, ça, c'est pas forcément positif. Et voilà.
plutôt qu'elles prennent de la place, tu vois. Et avant, tu parlais de superstition. Ça m'avait marqué quand on a commencé à travailler ensemble et que ma femme était là aux urgences toute la nuit et que j'étais allé avec elle et j'étais revenu à 7 ou 8 heures du matin avant un match contre Dijon et que je t'avais appelé en disant bon bah voilà, en gros quand ça se passe bien dans la saison, il y a toujours un truc pour me tuer ma saison, et ci et ça. Et ça c'était vraiment une superstition, tu vois. Pas dormir égale mauvais match le soir. Et toi tu m'avais dit non mais calme-toi, t'as bien dormi toute la semaine, tu peux très bien faire une nuit blanche et bien jouer le soir. Et au final c'est ce qui s'était passé. Et c'était là où c'était vraiment un exemple concret où j'avais commencé à me dire, en fait, ça se trouve, je pense plein de trucs qui sont complètement, qui me tirent en arrière. Et malgré que ça parte d'un bon sentiment, tu vois, le fait de vouloir dormir, de vouloir être performant. Et tout ça, je pense que c'est vraiment, tu vois, ce système de croyance, c'est vraiment, je pense, peut-être le truc le plus essentiel dans tout ça. Ouais, complètement. Ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire, c'est se mettre des propres barrières et c'est se mettre à associer en fait des éléments entre eux. C'est comme la personne qui est en retard et qui, lorsqu'il est en retard le matin pour aller à l'entraînement, va avoir la perception que tous les feux sont rouges. C'est-à-dire qu'il va faire des attributions causales, c'est-à-dire qu'il va faire des associations entre le fait d'être en retard et que le feu soit rouge. Tout comme si potentiellement une fois, effectivement, tu n'as pas bien dormi et tu as fait un beau match, ben, le joueur va se mettre à faire cette association-là. Mais en fait, la performance, c'est quelque chose qui est hyper complexe. Et un des enjeux, effectivement, c'est d'être capable de gérer son système de pensée. C'est fondamental dans la performance. Alors, en fait, on ne peut pas amener le cerveau à ne pas penser, puisque voilà, à la minute, le nombre de pensées que l'on a, c'est tout simplement monstrueux. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à pas porter son attention en fait, sur les informations qui sont pas pertinentes. Et il faut se représenter en fait le système de pensée d'un athlète comme une autoroute sur laquelle on serait sur un pont et dans lequel il y a des voitures qui passent. Et toutes les voitures qui passent à 130 sur des jours de départ de grandes vacances, c'est les pensées. Et dans ces pensées-là, il y a des pensées qui sont non pertinentes, il y a des pensées qui sont négatives. Et le problème, c'est quand on se met en fait à éclairer ces pensées-là. C'est-à-dire, je vais me mettre à mettre le projecteur sur des pensées que j'ai pas envie de voir ou que j'ai pas envie d'entendre. Et à partir de ce moment-là, si je l'éclaire, je me mets à faire grandir en fait ce phénomène-là. Et forcément quand on éclaire des pensées négatives, les pensées négatives vont générer ce qu'on appelle des émotions négatives, parce que les émotions, sauf sur les réactions d'urgence, on les a que en lien avec notre système de pensée. C'est parce que je pense que je ressens. Donc si je pense négativement, je ressens négativement, donc des émotions plutôt du type de peur, de l'anxiété. Et il faut savoir que l'anxiété, c'est inhibant, c'est-à-dire que ça va créer beaucoup de tensions musculaires. Et si on prend un joueur comme toi dont l'excellence est sur le tir, si tu te mets à tendre tes muscles, donc à augmenter ton niveau de tension musculaire, tu perds ta motricité fine. Et si tu perds ta motricité fine, tu perds ton adresse. Donc au final, tu peux très bien dire que l'adresse que tu as aujourd'hui au basket, c'est le fait. Tu t'es pas mal débrouillé quand même au foot ce matin. Waouh. Je te parle de foot parce que ce matin, tu as quand même fait de la conduite de balle avec un ballon de foot. Mais on pourrait penser que ton adresse au basket, elle est liée effectivement à l'efficience motrice. C'est une réalité. Mais elle est surtout liée à ta capacité à beaucoup mieux gérer ton système de pensée, donc ce qu'on appelle le inner game, ton jeu intérieur, et pas éclairer ces pensées qui, je pense, par le passé, prenaient trop de place, trop de poids, et donc générer des appréhensions, et tes appréhensions augmenter ton niveau de tension, et quand ton niveau de tension il augmente, c'est plus difficile de mettre un ballon dans le panier, non ? Et bien sûr, exactement, tu as tout à fait raison. Et tu as bossé avec tous les sports différents quasiment. Ouais, alors j'ai une dizaine à peu près de disciplines. Okay. Donc je travaille dans le basket, dans le foot, dans des disciplines du tir, dans le tennis, dans le golf et puis beaucoup dans le sport automobile. Est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent ? Je pense par exemple tu as ton temps de réaction ou des choses comme ça, mais je veux dire, est-ce qu'un pilote de rallye n'a pas forcément les mêmes nécessités qu'un basketteur ? Alors il y a mon travail en fait, ça consiste, la première étape quand il y a une demande d'accompagnement, ça consiste à comprendre l'activité. Donc je réponds à ta question, comprendre l'activité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue sur le plan psychologique dans la logique interne de l'activité. On va parler un petit peu d'autre chose que de basket, si ça te va, bien sûr, pour avec quelques plaisir. minutes. Si on prend l'exemple du sport automobile, le rallye,
Cette discipline, ça consiste à atteindre le point A à un point B le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la logique interne. La question, c'est comment un pilote il fait pour atteindre un point B le plus rapidement possible. Et donc, c'est là où moi, je rentre en jeu. C'est-à-dire que je vais me documenter, savoir ce que dit la littérature scientifique. Donc, merci à mon prof Philippe Sarrazin d'avoir eu ce niveau d'exigence, etc., d'un point de vue scientifique. Donc, je vais aller chercher la littérature scientifique et je vais commencer par lire tout ce qui est produit sur le sujet. Ensuite, je vais visionner beaucoup de vidéos. Et je vais sortir mon cahier et je vais reprendre moi ce qu'on appelle mon tableau clinique, c'est-à-dire mes 12 compétences psychologiques qui sont aujourd'hui les 12 compétences qui sont reconnues d'un point de vue international. Donc la visualisation, les niveaux d'activation, le niveau d'éveil, le niveau de vigilance, l'attention, etc. Et je vais regarder les séquences vidéo et je vais dire ah ouais, tiens, là ce qui se passe c'est que le pilote, en fait, il reçoit une information auditive de son copilote qui lui envoie entre 4 et 5 informations sur un virage. Gauche, 90, droite, referme, sur attention, frein. Voilà, donc 5 informations. Ensuite, ces 5 informations, il doit les traiter avec un temps d'avance. Parce que quand il reçoit l'info, il est dans le virage d'avant. Voilà. Okay. Et dans ce virage d'avant, il est à 160 km/h, dans lequel il doit gérer un volant, donc c'est-à-dire du contrôle moteur, de la motricité fine, parce qu'il doit tenir le volant de manière très fine, et le contrôle des pieds. Voilà. Et donc à partir de là, je vais me mettre à identifier toutes les compétences psychologiques qui sont mobilisées dans l'action de pilotage. Et une fois que j'ai fait ça, je vais construire des protocoles qui visent à entraîner ces compétences-là. Donc si on prend l'exemple du basket, c'est la même chose. La logique interne, c'est quoi ? C'est de marquer plus de points que l'équipe adverse pour gagner un match. Mais si on rentre plus loin, c'est finalement, si je dois résumer le basket à sa forme la plus simple, c'est un joueur, il doit être capable de résoudre des problèmes. Voilà, il doit être capable dans un environnement qui est quand même complexe, où il y a du bruit. Quand on prend un joueur professionnel, il y a à peu près entre 60, 80, 90 décibels en permanence. Ensuite, il est avec 4 partenaires, plus 5 adversaires. Donc potentiellement, il a 9 informations à gérer. Il doit lire des situations, donc il va devoir être capable de partager son attention pour en fait faire le bon choix. Et donc moi, une fois que j'ai fait cette analyse de l'activité, je vais construire des protocoles, des plans d'entraînement qui visent en fait à entraîner les compétences qui sont mobilisées dans l'action réelle, dans l'action de jeu. Et donc pour répondre à ta question, en termes de challenge sur le plan cognitif, la discipline avec laquelle je travaille qui est la plus complexe, c'est le rallye, clairement. Et ensuite, on va retrouver bien entendu les sports de balle tels que le foot ou le basket. Et c'est quoi pour toi le sport où mentalement c'est le plus compliqué ? Actuellement, je suis en train de regarder la série Full Swing sur le golf et je me dis quand même à chaque fois, les gens se rendent pas compte à quel point le golf mentalement, je pense que le fait d'avoir vraiment le temps de penser tout le temps, ça doit être horrible, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est exactement ça. Pour avoir beaucoup travaillé dans le golf et interrogé un grand nombre de golfeurs, comme tu le dis, mentalement, c'est hyper exigeant le golf parce que, en fait, il faut savoir que le temps de jeu effectif d'un golfeur, s'il joue sous le par sur un tournoi, donc un tournoi de golf, c'est 4 tours. Il y a les 2 premiers tours. À l'issue du 2 premiers tours, il y a un cut. Donc, il faut être dans les 65 premiers pour pouvoir poursuivre le tournoi. Il faut savoir que si le joueur il joue sous le par, aujourd'hui quasiment tous les joueurs pros ils jouent sous le par pour pouvoir passer le cut, ça va représenter à peu près 6 minutes de temps de frappe sur un parcours. Chaque coup tu mets le chrono quand il va taper 6 minutes. 6 minutes, ok. Voilà, sachant qu'une partie de golf, ça dure à peu près entre 4h30 et 5h. Ok. Donc ça veut dire que si le joueur de basket à l'échauffement, tiens ce week-end vous allez jouer au Portel, Carnaval, etc. Si à un moment donné, on ressent des manifestations de stress, ce qui est normal, hein, parce que le stress, attention, le stress, c'est un fabuleux mécanisme d'adaptation. Juste après, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Mais justement, le lien, c'est que à partir du moment où tu vas te mettre à courir, en fait, par l'augmentation de ton activation physiologique, tu vas pouvoir en fait commencer à décharger cet excès de tension, cet excès de stress. Le joueur de golf ne peut pas faire ça. Il est à l'adresse, il a 30 secondes pour préparer son coup. Dans 30 secondes, il se met à l'adresse, il frappe sa balle. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il regarde les autres partenaires, qui sont des partenaires mais adversaires. Puis il marche pendant 3 minutes.
puis il reprépare son shot pendant 30 secondes. Il tape son shot et il marche, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il ne peut pas, en fait, dans l'action motrice, décharger son stress. Et c'est ça qui fait que c'est un sport qui est extrêmement compliqué, parce que quand on tape un mauvais coup, le genre de basket, s'il loupe un shoot, potentiellement, un joueur comme toi peut courir, il peut faire autre chose. Il va avoir une solution défensive. C'est peut-être ça défensive. aussi sur les lancers francs, tu vois. Le lancer franc, ça se rapproche peut-être plus d'un shot au golf. Complètement. C'est aussi pour ça. Et je pense que des fois, les gens ne comprennent pas, tu vois, quand t'as des lancers francs et qu'il y a les gens qui disent comment ça se fait, il peut en faire des milliers à l'entraînement, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir, tout simplement parce que c'est la seule action au basket dans laquelle vous êtes figé, vous êtes statique. Alors, toutes les autres actions se font en mobilité. Et effectivement, je pense que si le basket se résumait qu'à une tâche de lancer franc, en termes d'avancée du basket, sur la compréhension de ce qui se passe dans l'action de tir, on serait à des niveaux de connaissances qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'on se prendrait autant la tête que sur le golf. Sur le golf, voilà, sur cette question de la gestuelle. Ouais, c'est vrai, parce que de l'extérieur, tu as l'impression que, tu vois, le golf... on prend ça pour un sport un peu, ok, les gars marchent, etc., etc. Et du coup, nous, au niveau du basket, comme si on les regardait, c'est pas vraiment du sport, tu vois. Bon, déjà maintenant, les gars, c'est des super athlètes. Et puis même mentalement, et c'est vrai que tu as raison, je pense qu'on est clairement en retard là-dessus, parce que les gens se disent tellement d'autres choses à penser, mais sauf que des fois, tu as aussi énormément de périodes dans le basket. En fait, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est important d'être concentré, de penser plutôt positivement, etc., etc. Mais j'ai l'impression que personne ne veut vraiment faire les efforts pour aller au-delà de ça et comprendre le pourquoi du comment, tu vois. C'est lui, il retient pas les systèmes, mais personne va vraiment essayer de chercher comment on va réussir à ce qu'ils comprennent mieux, tu vois. Lui, il va pas les passes à droite à gauche. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais lui dire de faire la passe à droite à gauche. Non, ça va pas suffire, en fait. Il faut l'entraîner aussi, tu vois. Et c'est vraiment tout l'entraînement qu'on fait ensemble où je me rends compte que en fait, tu as des joueurs qui, simplement, c'est pas forcément qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont pas les capacités et ils entraînent pas ces capacités, et c'est pas simplement faire des séries de shoots qui vont remédier à ça, quoi. Ouais, complètement. Pour moi, si on compare le golf et le basket, qui sont quand même deux sports très proches, puisqu'on est sur des sports de cible, clairement, le golf aujourd'hui, dans sa compréhension, dans les recherches qui sont menées, que ce soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan biomécanique, que ce soit sur le plan psychologique, on est dans quelque chose qui est ultra poussé. Inversement, le basket, pour moi, on est au balbutiement d'une démarche d'optimisation de la perf. Pour preuve, pour boucler avec ta question d'il y a quelques minutes, quand j'ai refusé la thèse, que j'ai pas voulu aller en thèse, j'y suis pas allé parce que je trouvais qu'il y avait, trop de travaux académiques universitaires qui étaient purement menés dans des logiques de recherche et pas assez dans une logique d'application pratique. Et moi, ce qui me plaisait, c'était le terrain. Donc c'est pour ça que je suis parti faire un deuxième master 2 en psychologie du sport appliqué. Et c'est là où, si tu veux, je me suis intéressé à tout ce qu'on appelle le rapport à la cible, la connexion visuelle à la cible, en menant des travaux sur le golf. Et c'est là où je me dis, mais le basket, on est très en retard. On est très en retard. Pour preuve, quand j'ai eu terminé mes études et vagabondé une dizaine d'années à Paris, quand je suis revenu vivre à Limoges, c'était en 2014. La petite histoire, c'est que à l'époque, c'était je crois que c'était Duško Vujošević qui était le coach, et j'assiste à un entraînement, et à l'époque déjà, il y avait pas 2014, il n'y a pas de préparateur physique. Et je crois que la réglementation qui va arriver l'année suivante, c'est l'obligation des clubs pro d'avoir des préparateurs physiques. Donc tu vois, la question de l'intégration de la préparation physique dans le processus global d'entraînement en basket, ça a à peine 10 ans. Donc quand on parle d'intégration des processus psychologiques dans le basket, on est tout simplement au début. Mais moi, je suis très surpris que dans le basket, on ne parle jamais de rapport à la cible. Jamais. Moi, je n'ai pas entendu un joueur, alors je parle pas américain, mais un joueur français, hormis toi et quelques autres,
parler de la connexion visuelle à la cible. Je n'entends pas d'entraîneur parler de connexion à la cible. Tu parlais de la tâche de lancer franc. La tâche de lancer franc, elle est absolument pas investie comme elle devrait l'être. On prend ça pour acquis. Souvent, je pense que tu te dis, bon, bah, c'est bon, shooter un lancer franc, ça consiste à regarder le panier, tu vois. Mais sauf que bah, des fois, tu penses à autre chose, tu fais ta routine, tu regardes pas forcément au bon endroit, tu as les mauvaises pensées, et c'est un truc que tu oublies, tu vois. Ouais, il y a ça, et je vais même plus loin. Pour avoir assisté à quelques entraînements pro, souvent la tâche de lancer franc est considérée comme une tâche de récupération. C'est-à-dire que l'entraîneur, il va siffler, le coach, il va dire, allez, récup, vous allez boire et vous allez faire des lancers francs. Comme si finalement cette tâche de lancer franc ne faisait pas partie de ce jeu du basketball. Or, c'est une tâche qui fait partie du jeu et qui devrait être entraînée de manière spécifique, mais dans lequel il y a peu ou pas d'entraîneurs, de coachs qui investissent ces sujets-là. C'est-à-dire que le basket, je trouve qu'il est aujourd'hui beaucoup pensé dans une logique technico-tactique, mais peu dans une logique finalement d'entraînement et de développement du joueur. Je me souviens d'une séance que j'avais fait avec Jerry Boutielé à Beaublanc sur la tâche de lancer franc, dans lequel j'étais venu coller... Il en avait besoin. Voilà, coller... salut Jerry. Coller des gommettes sur l'arceau avec des puces de golf, justement, des marques de golf. Je t'avais vu en premier là-bas, je me suis dit, c'est qui ce fou? Et tendre une ficelle, etc., pour lui faire prendre conscience de ce que c'était que se connecter à la cible, choisir le point de connexion visuelle, est-ce que c'est le devant de cercle, l'arrière de cercle, un point sur la planche, tout ça, ça dépend du joueur. Et je me souviens, j'avais demandé un escabeau, à l'époque c'était Mehdi Marie qui m'avait fait intervenir, coucou Mehdi, et effectivement, je pense qu'il y en a qui m'avaient pris pour un extraterrestre. Bah moi le premier, je te confirme, je te confirme. Mais c'est vrai que cet rapport à la cible, au golf, on voit souvent des ficelles partir, tu vois, pour voir la ligne, etc. Mais on n'est pas assez curieux en règle générale, hein. Tu sais, et dès que tu veux un peu être performant et dès que tu veux être un peu curieux, on te prend soit pour un fou. Mais d'ailleurs, en fait, toi, tu as aussi un métier où il y a quand même pas mal de charlatans. Alors, encore une fois, même moi, je travaille avec toi, mais on a aussi psychiatre du sport, psychiatre Eric Charles au club. Tu vois la différence entre psychiatre, psychologue, des coachs mentaux, sur LinkedIn, j'ai 5 demandes par jour. Tu vois le truc? Et je pense que, tu vois, le fait que les gens ne savent pas vraiment qui fait quoi, est-ce que c'est pareil, t'entends psychologie, bah eux, ils se disent, bon, bah, coach mental, psychologue, psychiatre, bon, égal pareil. Et donc, du coup, suffit que tu as eu un jour une mauvaise expérience avec un charlatan, du coup, l'autre, tu le prends aussi pour un... Donc, du coup, quand tu arrives dans la salle à Beaublanc et que tu vois ça, tu te dis, bon, bah, il y a un fou, quoi, tu vois. Donc, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi un peu mauvaise pub autour de tout ça? Et dès que ça touche le cerveau, les gens, ils disent, ah, bah, j'ai pas trop envie qu'ils rentrent dans mon intimité. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que... souvent on met en avant l'athlète qui doute pas, etc. Et que pour réussir, il faut être fort, qu'il ne doit pas y avoir de stress et d'anxiété. Tout ça, c'est bullshit. Hein. La preuve, c'est que la semaine dernière, Teddy Riner, il donne une interview en disant « Mais moi, bien sûr que je doute. Je suis tout le temps en train de douter. Et depuis l'âge de 14 ans, je travaille avec une psychologue du sport. Et c'est certainement pour ces raisons-là que... alors, pas les raisons de travailler avec une psychologue du sport, mais d'être accompagné, d'avoir mieux compris comment je fonctionnais, qui m'a permis de faire cette carrière-là. Mais je doute tout le temps. Voilà, donc, il est vrai que, si tu veux, quand j'ai débuté en 2005, on était très sur le fait que... si on faisait appel à un psy du sport, c'est que, tu vois, c'est qu'on avait des difficultés, des problèmes. Et on a beaucoup traîné cette image-là. Et grâce justement à des garçons comme Teddy Riner qui ont dit, ou tu vois, par exemple des mecs comme Stephen Curry aux US qui ont dit, mais non, en fait, si on fait ça, c'est qu'on est fort et qu'on a envie d'être plus fort, c'est qu'on a envie de développer la meilleure version de soi-même. Et donc, pour répondre à ta question, c'est très simple, un psychiatre... En fait, c'est un médecin et qui, dans sa médecine, va faire ensuite une spécialisation en psychiatrie. Mais si je caricature, le psychiatre, son champ d'action, c'est la psychopathologie du sport. C'est-à-dire que c'est travailler sur les comportements qui sont déviants que peut générer le sport. Tu vois, tu prends l'exemple du cyclisme. Quand on voit les états de maigreur des mecs qui font top 10 du Tour de France, il y en a parmi eux qui, à un moment donné, développent des troubles du comportement alimentaire.
Ça, c'est le registre de la psychopathologie du sport, donc de la psychiatrie, entre guillemets, du sport, de manière caricaturale. Ensuite, tu vas retrouver ce qu'on appelle les gens qui font de la psychologie du sport. Donc, c'est des gens qui ont une formation en psychologie, donc qui sont psychologues, qui ont un bac+5 en psychologie et qui vont faire une spécialisation dans le sport. Mais qui vont travailler la psychologie, je dirais, plutôt dans un format un peu en dehors de la tâche. C'est-à-dire plutôt format consultation, je ne vais pas dire en face à face, mais on va être beaucoup sur l'échange. Et puis, en fait, troisième partie, tu vas voir ce qu'on appelle les intervenants en psychologie du sport, les préparateurs mentaux, dont moi je fais partie, qui vont s'intéresser davantage à la tâche. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la tâche. Il y a un peu plus de 10 ans, effectivement, sur LinkedIn, on était peut-être 10 profils. Et aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de profils. C'est incroyable. Alors pourquoi ? Parce que aussi, on a fait Et justement, la Société française de psychologie du sport, la Société française de psychologie du sport est en train de se battre un peu sur ces sujets parce qu'avec la réforme de la formation professionnelle, il y a plein de formations qui sont sorties, Calliope, etc., avec certifiantes. Mais en fait, ça ne veut rien dire certifiante. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont souvent en reconversion, par exemple, professionnelle, qui vont voir une formation sur Facebook de 30 heures, qui vont suivre la formation, et qui, aux sorties de cette formation, vont se dire préparateurs mentaux, psychologues du sport, ce qui est un non-sens, et c'est effectivement dangereux pour la profession. Je te donne un exemple. Il y a un entraîneur de basket qui a coaché en Pro A, que je connais bien, qui a fait une formation de ce type-là, c'était post-Covid, et qui me dit écoute, là on est en train de travailler sur la motivation des joueurs. Donc je suis capable d'évaluer les motivations des joueurs. Je dis c'est super, mais à quoi ça te sert ? Et là il me dit je suis capable, tu vois, lui je sais qu'il a un haut niveau de motivation, lui plutôt bas. Je dis oui, alors. Et en fait, tu vois, ce qui manque dans ces formations, c'est comment je fais pour faire évoluer les motivations d'un athlète. Et comment je fais pour faire évoluer les motivations d'un athlète ? Si je suis entraîneur, je vais pouvoir agir sur le climat motivationnel. Et climat motivationnel, c'est quoi ? C'est le contenu que je vais amener à l'entraînement. Si, par exemple, j'ai des joueurs qui sont très fortement motivés par l'ego, ce qu'on appelle donc l'ego, donc par le jeu, par la performance, et que toute la semaine, je leur fais que des séquences d'entraînement dans lesquelles je fais que répéter des systèmes, ces jours-là, je ne vais pas les satisfaire. C'est-à-dire que je vais baisser leur motivation. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à faire du 5 contre 0. Et tu vas répondre C'est vraiment une interrogation que j'avais depuis quelques temps. Ouais. Et je me suis dit, purée, le 5 contre 0, c'est vraiment le truc qui peut-être un jour me fera arrêter le basket, tu vois. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça, tu vois. Ouais, ça veut dire que cette situation-là répond pas à tes orientations motivationnelles. Et puis d'autre part, moi je suis toujours surpris, effectivement, quand je suis arrivé, entre guillemets, dans le milieu du basket et que j'ai vu des entraînements à 5 contre 0, je me suis juste posé la question. Qu'est-ce que l'entraînement ? C'est quoi la définition de l'entraînement ? La définition de l'entraînement, de manière très simple, c'est reproduire les exigences de la situation de compétition. Pourquoi on s'entraîne ? On s'entraîne pour reproduire les exigences de la situation de compétition. Tu es d'accord avec moi ? Donc si je m'entraîne bien, ça veut dire que l'entraîneur remet en place au quotidien des situations, des jeux, des exercices qui reproduisent les exigences de la situation de compétition. Tu es d'accord avec moi ? Ok. À quel moment, sur un terrain de basket en match, on est 5 contre 0 ? Après, on va te dire, on peut pas toujours faire du 5 contre 5. Enfin, tu vois. Je sais pas dans le foot comment ça se passe. Justement, c'est là où le foot est très très en avance dans la compréhension. Tu vois cet exercice, le taureau là. Ouais. Oui, ça reproduit un peu quelques. Ou alors parce que je les vois tout le temps faire ça. Le taureau, c'est un exercice. Enfin, c'est même pas un exercice. En fait, c'est un jeu. Pour faire simple, la Fédération française de football il y a quelques années, a fait travailler des agrégés en éducation physique et sportive. Et ils ont essayé de proposer en fait un cadre de formation qui soit accessible au plus grand nombre et à tous les éducateurs. Et donc ils ont défini 3 procédés d'entraînement. Donc je vais te les donner. Et ces 3 procédés d'entraînement sont les suivants. C'est ce qu'on appelle un jeu. Donc un jeu, c'est ce qui se rapproche le plus
de la situation de compétition. Donc un jeu, on va être, par exemple, ça peut être un jeu à 5 contre 5, 6 contre 6, 8 contre 8, 9 contre 9, 11 contre 11. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les situations. La situation, c'est un zoom sur une phase de jeu. Et donc ça, c'est le deuxième procédé d'entraînement. Et le troisième procédé d'entraînement, c'est les exercices. Et donc l'exercice, c'est répéter des gestes, par exemple techniques, de la conduite de balle, la prise de balle, etc. Si on prend le taureau, c'est un jeu. Et c'est un jeu de conservation de balles, puisque en fait, on se rend compte quand même que dans le foot moderne, et notamment par l'influence de Pep Guardiola, même si, tu vois, Manchester City, il passe à la trappe cette année en Ligue des Champions, mais on est beaucoup sur un jeu, ce qu'on appelle de conservation-progression. Donc le jeu du taureau, c'est né en Espagne, dans une philosophie de jeu qui est que plus on va avoir la balle, plus on va conserver la balle, plus on va avoir d'opportunités de marquer. Ce qui est logique, puisqu'en foot, il n'y a pas comme vous en basket 24 secondes. Les 24 secondes. Voilà. Et donc, dans ce jeu de conservation, on va zoner, c'est-à-dire qu'on va réduire l'espace, donc on va effectivement travailler sur la pression visuelle. Et donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est si je réduis l'espace et que je dois conserver, je vais très vite avoir en face de moi un adversaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je sois très bon dans l'exécution technique, mais surtout dans la prise d'information. C'est-à-dire être capable, dans ce qu'on appelle dans le temps de passe, de prendre l'information pour savoir quel est mon partenaire qui est démarqué. Donc tu es en train de me dire qu'au basket, le 5-0, il n'y a aucune situation. Le mec qui repense, parce qu'au final, tout le monde a quasiment les mêmes façons de s'entraîner, tout le monde fait à peu près les mêmes exercices, tu vois, plus ou moins. Donc tu es en train de me dire que limite, il y a tout un monde encore à découvrir sur... Après, il faut réfléchir, voir comment tu crées des nouveaux exercices, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Et la petite histoire, c'est il y a 4-5 ans, j'ai eu une demande d'un entraîneur qui était un entraîneur en formation, donc sur les espoirs, et dans lequel, en fait, j'ai travaillé sur comment, en fait, modéliser ces contenus d'entraînement, comment les modéliser avec la méthode du foot. C'est-à-dire comment classifier ces contenus d'entraînement avec des jeux, avec des situations, il y avait des exercices. Mais ça va plus loin, le foot. C'est-à-dire que chaque entraîneur a un projet de jeu. Et le projet de jeu, il va le définir en fonction de ses croyances, c'est-à-dire ce qu'il aime dans le jeu du foot, ou ce qu'il pourrait aimer dans le jeu du basket, sa philosophie. Et l'enjeu, c'est que si on a une philosophie, il faut aussi avoir les joueurs qui vont avec. Donc, parfois, on peut pas mener le projet de jeu qu'on veut, parce qu'on n'a pas les joueurs qui ont cette capacité-là. Mais ça, j'ai l'impression qu'on se trompe un peu là-dessus, tu vois. Il y a un projet qui nous plaît, quelqu'un l'a fait, on veut un peu le répéter, on trouve ça à la mode, et au final, tu le fais, et parce que t'as pas les joueurs... Exactement. Regarde Pep Guardiola à Manchester City, il a mis, je sais plus combien d'années, 5 ou 6 ans pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est-à-dire qu'année après année, en fait, il a recruté des joueurs qui étaient en capacité d'être dans le projet de jeu. Non, il y a un livre sur ses années à Manchester City, je suis en plein dedans. Et je trouve ça incroyable parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et que même quand il gagnait des matchs sur les premières années, il disait à ses assistants, mais on ne pourra pas aller plus loin parce que j'ai pas en gros encore pu faire le recrutement que je voulais, tu vois. Même quand il gagnait, tu vois, c'est pas comme, il perd, il dit ça, et quand il gagne, il change d'avis en disant je suis un génie, tu vois. Mais vraiment, il avait cette théorie-là de se dire, je trouve ça super intéressant, tu vois, que même en cas de victoire, tu as ce recul-là pour te dire ça va pas aller plus loin, quoi. Ouais, complètement. Non, je l'ai pas lu et du reste, tu me le prêteras. Et pour boucler là-dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, les jeux que je vais proposer, les situations que je vais proposer, les exercices que je vais proposer doivent être en lien avec le projet de jeu. Voilà. Et c'est vrai que sur le basket, globalement, les échanges que j'ai pu avoir avec certains entraîneurs, je trouve qu'on est très loin on est très loin de tout ça, quoi. Ok, voilà. Moi aussi. S'il y a des coachs qui nous entendent, qui veulent progresser, je vais être ton numéro. Et on parlait avant de la notion de stress, tu vois. Explique un peu, parce que voilà, moi qui accompagne des jeunes, je sais que c'est typiquement ce qui revient. La première question, c'est toujours comment tu fais pour pas avoir peur, comment tu fais pour pas être stressé, comment tu vois. Et c'est une question qu'au final, je me suis posé des années. Chaque jour de match, je me disais, purée, je paierais tellement cher pour pas avoir cette boule au ventre, tu vois. Pour pas avoir peur, pour pas avoir ci, pour pas avoir ça. Les meilleurs, ils doivent pas avoir peur, etc. Jusqu'au moment où, en fait, j'ai compris que cette boule au ventre, en fait, c'était mon ami, tu vois. Et que c'est quand je l'avais pas que j'étais mauvais, en fait, tu vois. Alors que quand je l'ai, c'est pas plaisant. Franchement, ça me manquera pas à la retraite, tu vois. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel pour bien jouer et te dire que t'es prêt, en fait, tu vois. Parce que tu viens de donner la réponse.
n'ayons pas peur d'avoir peur. Mm. Le stress, on en fait tout un pataquès. Il faut savoir que le stress, à la base, c'est un fabuleux mécanisme d'adaptation. C'est parce que notre corps sécrète des hormones du stress, comme le cortisol, que nous nous adaptons à notre environnement. Pour faire très simple, s'il n'y avait pas de stress, on ne serait pas en train de se parler, parce que probablement on ne se serait pas levé ce matin, mais surtout que nos ancêtres se seraient fait attaquer par des bêtes féroces et l'espèce humaine n'aurait pas survécu. Donc le stress, c'est un fabuleux outil d'adaptation qui prépare notre organisme à la fuite ou au combat. Et il faut savoir que, quand on reprend le cerveau, et quand on regarde le cerveau des émotions, c'est là où sont ce qu'on appelle les structures limbiques, on se rend compte que peu importe en fait les situations, c'est la construction de notre cerveau, la première base, c'est le cerveau des émotions, c'est les structures limbiques, et ces structures limbiques nous préparent à la fuite au combat, et c'est pour ça qu'on a survécu. Mais ça veut dire que dans notre environnement actuel, en quoi on peut fuir ou combattre ? On peut le voir sur un terrain de basket. C'est-à-dire qu'on va avoir un joueur qui, lorsqu'il ressent des manifestations de stress trop importantes, va avoir tendance à s'inhiber, c'est-à-dire c'est le repli sur soi. C'est-à-dire que le mec, il se renferme, il parle plus, il se met sur sa chaise, il met sa serviette, il cherche plus d'interaction avec l'entraîneur, il a peur de rentrer, il a peur de jouer. Soit on va avoir l'autre registre, c'est le combat. Et le combat, c'est des joueurs qui vont avoir des comportements hyper agressifs. Bon, sauf que le basket, il est quand même normé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se combattre comme des gladiateurs, donc ça veut dire qu'il faut être capable en fait de faire face à son stress, et il faut être capable de le canaliser. Mais effectivement, s'il n'y a pas de stress, quand il n'y a pas de stress physiologique et psychologique, le niveau d'activation, le niveau d'éveil, il est trop bas. Et c'est pas bon, c'est-à-dire qu'avant un match ou un pilote de rallye, s'il n'a pas peur avant le départ d'une spéciale, pas dire qu'il a peur, mais s'il ne ressent pas des manifestations de tension musculaire, de tension psychologique, il y a danger. Moi, je préfère 100 fois un pilote qui ressente ce type de manifestation-là, qui soit plutôt à calmer le symptôme, à le réduire, que l'inverse. Parce que si le niveau d'activation est trop bas, le niveau de stress trop bas, le niveau d'éveil trop bas, il y a un risque. C'est la même chose sur un terrain de basket. Si tu arrives avant un match et que ton niveau d'activation, d'éveil est trop bas, c'est pas bon, tu es pas dans les meilleures dispositions. Et du reste, c'est un peu l'anecdote que tu me racontais ce matin sur ton match du Portel, où à un moment donné, tu sens que ton niveau à l'échauffement d'éveil physiologique et psychologique est un peu bas, et que tu as besoin en fait de trouver un moyen pour l'augmenter et donc rentrer dans des niveaux d'efficacité. Je voyais JJ Redick, là, le coach des Lakers, disait que lui, quand il était joueur, quand il se sentait flat, un peu à plat, il disait le premier truc que je faisais, c'était soit d'essayer de beaucoup plus parler, tu vois, d'aller parler avec les coéquipiers, enfin pas parler du beau temps, hein, mais tu vois, d'être plus dynamique par rapport à ça, où il disait soit des fois essayer de me prendre un coup, tu vois, pour me réveiller et tu vois, d'être un peu plus comme tu disais, dans le combat et augmenter la tension. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai l'impression que ça fait des années, depuis que tu commences le basket, on te dit n'aie pas peur, tu vois, etc. Et ça, des fois, je pense qu'on n'a pas toujours les bons discours, quoi. Voilà, et donc moi, si on reboucle avec la psychologie du sport, mon travail, c'est quoi en fait ? C'est de donner les outils à l'athlète pour que lorsqu'il se sent sous-activé, donc ce qu'on appelle, tu vois, le peu de stress, qui soit en capacité d'augmenter son niveau de stress, donc qu'on va appeler niveau d'activation physiologique et psychologique. Donc quand on voit ce que tu décris, par exemple les routines à base de travail avec des balles, de jonglage, etc., c'est fait pour augmenter le niveau de vigilance. Et inversement, si je me sens trop tendu, c'est-à-dire si je ressens l'estomac noué, la tension musculaire dans les épaules, mais dans des niveaux, les mains moites, extrêmes, j'ai envie tout le temps d'aller aux commodités, etc., dans ces cas-là, il faut que le joueur soit capable de se dire, mais moi, dans ma boîte à outils, qu'est-ce que j'ai pour réduire ça ? Et là, dans les outils, on va retrouver des exercices que tu connais, de méditation, de respiration ventrale, de cohérence cardiaque, de visualisation, qui vont avoir pour objet en fait, de réguler en fait, le niveau de stress. Parce que si on revient au stress, donc l'hormone du stress, c'est le cortisol, il faut savoir que le stress, il est régulé par le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, il est composé de deux branches. Il y a ce qu'on appelle la branche sympathique,
qui est pas si sympathique que ça, parce que c'est elle qui libère les hormones du stress, donc l'adrénaline, la noradrénaline pour les réactions d'urgence, et puis pour les actions de stress prolongées, ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Et puis, il y a toujours ce principe qu'on appelle d'homéostasie, c'est-à-dire qu'on a une autre branche, cette branche, c'est le système parasympathique, qui lui va libérer un autre neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Et en fait, il faut savoir que la méditation, le contrôle respiratoire, la cohérence cardiaque, a pour effet en fait d'activer le parasympathique et donc libérer la libération d'une hormone qui s'appelle d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Donc en fait, quand on demande à un athlète de faire de la méditation ou de respirer ou de faire de la cohérence cardiaque, respiration ventrale, cohérence cardiaque lorsqu'il ressent des manifestations de stress, ces outils fonctionnent. C'est-à-dire que dans la littérature scientifique, on sait que quand on fait ça, que ce soit d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue cérébral, si on fait passer un IRM, on a les bonnes zones du cerveau qui sont activées. Voilà. Ok. Bon, Julien, merci beaucoup. C'était super intéressant. Même si je connaissais déjà plein de trucs, j'en apprends toujours encore. On aurait pu passer 3-4 heures. C'est pas l'épisode de podcast où il va y avoir le plus de punchline, de dossiers, tu vois ce que je veux dire ? Mais si il y a des joueurs qui veulent progresser, qui veulent performer, des parents aussi, je pense que ça peut être super intéressant ce qu'on a dit pour avoir les bons discours dès le plus jeune âge sur toutes ces notions de stress. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre. Si on veut te trouver, si quelqu'un veut te contacter, si quelqu'un écoute ce podcast et veut performer, même si tu es de plus en plus pris et de plus en plus blindé de clients et c'est de plus en plus compliqué d'avoir un rendez-vous, où est-ce qu'on peut te trouver ? On peut me trouver sur Internet. Donc j'ai un site web, c'est www.sportyourbrain.fr. Je le mettrai en description. Voilà. Et ensuite, j'ai un compte aussi Instagram qui s'appelle Julien Souton. Donc SOUTHON. Mais tu vois, je rebondis juste pour conclure sur les parents. Oui, il y a un vrai travail d'éducation aussi à faire au niveau des parents, et parce que un des facteurs de stress, un des facteurs qui génère du stress, or ça peut les parents ou pas, mais c'est les objectifs de perf. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on pense que pour performer, il faut se fixer des objectifs de perf. Et parfois, les parents relaient ça. Voilà. Et le conseil qu'on pourrait donner, c'est vous voulez performer, sortez les objectifs de perf. Parce que l'objectif de perf ne génère que des craintes, des doutes, des appréhensions, des petites angoisses. Si je me suis fixé comme objectif de marquer 10 points, 3 rebonds, 5 passes, et qu'au bout de 2 minutes, je suis à 0 sur 3 sur le terrain, en fait, le match, tu paniques. Voilà. Donc, quelque part, c'est une façon de dire, oui, il y a aussi tout un travail à faire d'éducation. Comme aujourd'hui, on parle d'éducation financière, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire auprès des entraîneurs, auprès des éducateurs de clubs, auprès des parents, sur, je dirais, les fondamentaux de la psychologie du sport. Ok, bon, super. Merci pour tout. Je t'en prie, un grand merci. Le podcast et ces belles années on va continuer encore. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. Ce podcast est sponsorisé par Lab Basketball et ses camps de basket, ainsi que tous nos autres projets. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. À bientôt!